possibilités. Là, moi j'ai déjà mis en place le script PS Ransom sur la machine et l'idée c'est vraiment de voir le comportement lorsque le ransomware est exécuté sur le serveur. Donc pour cela, c'est pareil, on va ouvrir une console PowerShell et dans cette console, nous allons consulter l'aide du script comme nous l'avons plusieurs fichiers. Donc pour la partie serveur C2, tu télécharges un truc sur GitHub, c'est un script PowerShell. Puis sur ton serveur, je pense que c'est sur ton serveur C2, tu télécharges tout ça. Il y aura Kali Linux sur ton serveur C2 et sur la machine compromise, tu vas juste lancer le script ransom, je pense. sur une machine et pour cela on va utiliser un ransomware on va dire générique ou en tout cas fictif disponible via le projet PS Ransom. Alors il en existe sûrement d'autres. Celui-ci est totalement gratuit, il est basé sur des scripts PowerShell. Pour être un petit peu plus précis, il y a deux scripts PowerShell. Un script PowerShell que l'on va exécuter sur la machine compromise et qui va permettre d'une part de chiffrer les données et d'autre part de les exfiltrer sur un serveur distant. Donc on va pouvoir appliquer, on peut dire, le principe de la double extorsion, puisqu'on pourrait éventuellement se dire que l'on va chiffrer les données pour demander une rançon et en plus les exfiltrer pour les publier sur le darknet par la suite. Et d'autre part, nous avons un autre script qui lui va nous permettre de mettre en place un serveur C2, donc de command and control, qui va être donc piloté par l'attaquant et qui aura pour objectif de réceptionner les données qui sont présentes sur la machine compromise. Donc grâce à PS Ransom, on va pouvoir faire simplement et rapidement une petite démo sur le fonctionnement d'un ransomware, donc à des fins éducatives bien sûr. L'idée derrière ce contenu n'est pas de vous inciter à faire des attaques, ni vous inciter à utiliser un ransomware pour de vrai. Là c'est plus pour vous permettre de tester éventuellement vos solutions de sécurité, de voir comment fonctionne réellement un ransomware, comment il se comporte. Là l'avantage c'est que ça peut s'utiliser aussi bien sous Windows ou sous Linux, puisque c'est uniquement deux scripts PowerShell, il n'y a pas de dépendance particulière à installer. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau de ce projet-là. Alors avant de passer à la démo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour cette démonstration, si vous voulez la reproduire de votre côté, vous avez besoin de deux machines, une qui jouera le rôle de serveur C2 et une qui jouera le rôle de la machine compromise. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une machine donc, sous Kali Linux sur laquelle je vais installer Git et PowerShell de manière à pouvoir cloner le projet PS Random et ensuite à pouvoir exécuter le script qui me permet de monter le serveur C2. Et de manière Git, ça permet la commande Git. C'est spécifique, c'est GitHub sur les autres sites. Quand tu veux télécharger quelque chose en une commande, c'est curl ou get. Ici un dossier PS Ransom dans lequel on va retrouver plusieurs fichiers. Donc pour la partie serveur C2, c'est ce fichier là qui va nous intéresser. Je pense que même sans connaître le truc du serveur C2, donc on pourra mettre, comme on est sur Linux, un plus pour écouter sur toutes les. De ce que je comprends déjà, il ouvre le port 443 du serveur et tu vas écouter sur ton port 45. Tu vas avoir le client qui est sur la machine cible qui va t'envoyer les infos. Interface et ensuite le numéro de port, tout en sachant que PS Ransom travaille sur des flux HTTP. Donc ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est un plus pour écouter sur toutes les interfaces. Et le numéro de port, on peut mettre le numéro de port 80 par exemple. Donc à partir de là, on voit que le serveur en écoute sur de nouvelles connexions entrantes sur toutes les interfaces sur le port 80. Donc maintenant que le serveur C2 est en place et qu'il sur toutes les interfaces, donc ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est un plus pour écouter sur toutes les interfaces. Et le numéro de port, on peut mettre le numéro de port 80 par exemple. Donc à partir de là, on voit que le serveur en écoute sur de nouvelles connexions entrantes sur toutes les interfaces sur le port 80. Donc maintenant que le serveur C2 est en place et qu'il est en écoute, on va pouvoir passer du côté de la machine compromise.
Donc là, au niveau de la machine compromise, mon objectif, c'est pas de vous expliquer comment compromettre la machine Windows. Il y a plein de possibilités différentes. Ça peut aussi venir... Sans blague, il y a plein de possibilités, bien sûr. Phishing, tu as un malware où tu rentres et après tu fais du privilège escalation et il y a une persistance. Le port C2. Donc là, il faut mettre les informations. -E pour préciser le dossier que l'on veut chiffrer, le -S pour le dossier et la clé de récupération sur le serveur C2 qui permet d'envoyer les fichiers et la clé de récupération sur le serveur C2, donc c'est l'option -X. Sinon, on doit utiliser donc le -E pour préciser le dossier que l'on veut chiffrer, le -S pour l'adresse IP du serveur et le -P pour le port C2. Donc là, il faut mettre les informations qui correspondent au serveur C2 qui a été monté en face. Ce qui va me donner, dans mon exemple, la commande suivante. Donc je vais chiffrer le contenu de P2.partage. Je vais envoyer ça vers ce serveur C2 là, sur le port 80, et le -X va me permettre d'exfiltrer les données. Donc en fait, les données vont être chiffrées en local, elles vont être exfiltrées vers le serveur C2 distant, et lui, il va les déchiffrer en local à son tour. Ce ne sont pas les données en clair qui sont envoyées, hein. En fait, elles transiteront sur le réseau malgré tout en étant déjà chiffrées. Intéressant, incroyable. Au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire au niveau de l'entreprise, je supporte plus les entreprises, je veux aller vers le métier de la santé. D'ailleurs, mais quand je fais le métier de la santé, t'es en bas à tout exécuter. Oui, mais si t'es en bas à tout exécuter en entreprise. Bon, allez, on verra cette question plus tard. C'est les deux à la fois. Intéressant, encore une encryptation via l'AES. Il y a une clé à la volée qui permet... 6 bits. Ça me rappelle un truc que j'avais atteint. Avec le navigateur, eh bien en fait, il n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Ce qui montre bien que les données ont été chiffrées. D'ailleurs, si je leur ai fait ça avec des fichiers texte, on aurait vu très bien que le contenu est chiffré et totalement illisible. Ici, on a un fichier readme.txt qui est un petit peu comme si c'était la note de rançon qui avait été laissée par les attaquants sur le serveur compromis pour donner des instructions à l'entreprise, comment contacter les attaquants pour entrer en négociation, notamment dans l'objectif de payer la rançon. Là, ce qu'on fait, c'est une simple démonstration. Donc ici, on a le chiffrement et ici. Donc ce qu'on va faire, c'est clé et c'était initialement. Et donc à partir de là, eh bien, on déchiffre les données en fait. Qu'elles étaient initialement. Et donc à partir de là, eh bien, on déchiffre les données en fait. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que la clé de déchiffrement qui est ici, si vous n'utilisez pas la bonne, en fait, j'ai remarqué que du coup, les données, non seulement elles étaient pas restaurées, mais en plus, elles sont supprimées du serveur. Et bon, de toute façon, bien sûr, si vous testez ça, vous allez le tester sur un environnement de test avec un jeu de données de test. Donc pour déchiffrer les données, eh bien, on va faire un psransom.ps1-d, donc on remet bien le chemin initial, sauf que cette fois-ci, on fait un "-k et on précise donc la clé de déchiffrement du fichier readme.txt et on appuie sur Entrée. Et donc là, il va me restaurer l'intégralité des fichiers. Et donc on va pouvoir voir que si je retourne dans Images, eh bien le fichier de tout à l'heure est bien revenu en PNG, pardon. Et donc ici, si je fais ouvrir avec plus d'applications Microsoft Edge, eh bien il m'affiche bien l'image que j'avais initialement. Donc, que si on accède, on se rend compte que si l'on regarde le code source du fichier c2server.ps1, on se rend compte qu'il y a une ligne au niveau du script PowerShell donc, qui dit que si on accède à l'URL /robot.txt, donc en http l'ip du serveur c2 /robot.txt, et que le user... Comment il arrive à savoir ça et que c'est pas... agent et PowerShell, eh bien, on renvoie le contenu du fichier robot.txt. Donc, ce que ça peut permettre, ça, si vous voulez vraiment pousser le scénario, vraiment pousser la simulation, eh bien, vous mettez le fichier psransom.ps1, vous le renommez en robot.txt. Du coup, il sera récupérable à distance en HTTP
donc en faisant une requête sur /robot.txt à partir de PowerShell uniquement, parce que si vous y accédez à robot.txt à partir d'un navigateur, en fait, il va simplement afficher le texte qui est ici, donc it works. En gros, c'est la page par défaut du serveur web. Par contre, si on y accède en PowerShell, il détecte qu'on veut faire quelque chose, on veut récupérer le fichier. Et donc là, il nous retourne le contenu du script PowerShell, ce qui permettrait de le télécharger à distance et après de l'exécuter sur la machine compromise, donc pour aller un petit peu plus loin. Ah, violent. Ouais, j'ai compris. J'ai vu du privilège escalation. Quelqu'un, il est en invité, limite, il se connecte comme ça en PowerShell. Il peut exécuter le truc, si je comprends bien. Oh mon dieu. Ouais, ça doit être lorsque. C'est pas lors de l'authentification. L'authentification, il me semble, ça fait bien un RSA pour le SSL-TLS, hein. Par contre, oui, l'échange de données continuel, ça fait un cryptage symétrique et en l'occurrence via apparemment de l'AES à 256 bits. Euh, ouais, ok. Voilà, maintien à l'établissement. Utilisation. Ouais, ouais, bah oui. Puis, c'est plus pour de la méchanceté.